Personne ne s'attendait à trouver cela dans la maison de Rebecca L., une femme que les voisins ne connaissaient que comme une ménagère exemplaire, qui apparaissait régulièrement aux réunions de parents et veillait à la propreté de sa pelouse. Dans le grenier de sa maison, bien entretenu, un inspecteur d'assurance a découvert le 22 mars 2024 quelque chose qui a immédiatement conduit à l'intervention de la police. Dans la pièce fermée de l'intérieur se trouvait un congélateur dans lequel 2 grands sacs sous vide au contenu clairement humain étaient soigneusement rangés. Jusqu'à ce jour, personne dans la tranquille banlieue ne pouvait imaginer que derrière la façade d'une vie familiale aussi exemplaire puisse se cacher une telle découverte. Le matin de ce jour-là ne promettait rien d'inhabituel. James M., un inspecteur d'assurance expérimenté avec 12 ans d'expérience professionnelle, est arrivé dans la banlieue de Westview pour vérifier une plainte de routine du fournisseur d'électricité. Selon le rapport qui lui a été fourni à l'avance, la consommation nocturne d'électricité dans la maison de la famille L dépassait constamment la norme de 400 watts. Une bagatelle, pourrait-on penser. Peut-être que quelqu'un était simplement passionné par les séries nocturnes ou travaillait tard sur l'ordinateur. Et pourtant, c'est James qui a dû vérifier personnellement cette anomalie. En s'approchant de la maison, l'inspecteur a immédiatement remarqué les allées parfaitement propres, les buissons bien taillés et la ligne droite de la haie. Lorsqu'il a frappé, la propriétaire elle-même, Rebecca, a ouvert la porte. Elle semblait réservée, souriait poliment et a demandé le motif de sa visite. Après avoir écouté l'explication de James, la femme a dit presque immédiatement qu'elle ne laisserait entrer personne sans mandat de perquisition. C'était inhabituel, mais pas suspect. Simplement une règle, le droit du propriétaire. L'inspecteur a acquiescé et a promis de revenir le lendemain avec les documents appropriés. Mais à ce moment, son attention a été attirée par autre chose. Un petit câble, à peine visible, qui allait de la fenêtre du 2e étage jusqu'au-dessous du toit. James a fait appel à la police pour obtenir de l'aide, citant d'éventuelles violations des règlements d'utilisation du réseau électrique et de l'assurance de propriété. En soirée, il avait un mandat de perquisition en main. Il est revenu déjà avec 2 policiers et a frappé à nouveau. Cette fois, le mari de la propriétaire, Eric L., a ouvert la porte. L'homme semblait inquiet, mais est resté calme et a laissé entrer les inspecteurs de bon gré. Une inspection ordinaire des pièces n'a pas donné de résultat. Téléviseur, ordinateur, appareil ménager, tout était dans la norme. Cependant, James a demandé à vérifier le grenier. La trappe menant vers le haut était fermée de l'intérieur. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi, les époux ont échangé un bref regard. Eric a répondu en premier. En haut, ils gardèrent de l'équipement, des outils et quelques objets personnels. Il a proposé de chercher la clé et d'ouvrir la trappe. Pendant que les propriétaires cherchèrent la clé, James a observé à nouveau le petit câble qui montait et a compris que la source des watts excédentaires devait être exactement là. Lorsque la trappe a été ouverte, l'inspecteur a été le premier à monter. À l'intérieur, il faisait lourd, ça sentait le moisi et légèrement l'humidité. Le grenier n'était pas encombré. Quelques boîtes avec des vêtements, des piles de vieux livres et les outils qu'Eric avait mentionnés. Mais l'attention de l'inspecteur a été dirigée vers un câble de rallonge électrique qui menait à un vieux congélateur en marche, situé dans le coin le plus éloigné de la pièce. À côté se trouvait un tabouret bien rangé, un panier en plastique vide et des ciseaux pour couper le film. Lorsqu'il a ouvert le couvercle du congélateur, James ne savait pas encore que la vie tranquille de Westview changerait à jamais en 1 minute. Dans le congélateur se trouvaient 2 grands sacs scellés sous vide. Le contenu était clairement visible à travers le plastique épais. Personne n'a ouvert les sacs sur place. Les officiers ont immédiatement appelé un groupe d'enquête spécial et des techniciens criminalistiques. Pendant que les enquêteurs travaillaient en haut, les époux ont été interrogés séparément, directement dans leur salon. Tous 2 ont affirmé n'avoir jamais vu le congélateur dans le grenier et ne pas savoir d'où il provenait. Les premières suspicions de la police sont naturellement tombées sur ceux qui avaient accès à la maison et pouvaient abrancher des appareils sans entrave. Eric L., le mari de la propriétaire, a reçu une attention particulière.
Son travail d'électricien faisait de lui un candidat approprié pour quelqu'un qui pourrait installer une connexion secrète dans le grenier et la déguiser en communication domestique ordinaire. D'autant plus que le lendemain, le voisin a informé la police que la semaine précédente, il avait entendu un étrange bruit de perceuse et des coups venant d'en haut dans la maison de la famille L, pendant la nuit. Eric lui-même a expliqué ces bruits comme un travail banal. Il a dit qu'il installait de nouvelles étagères pour les outils et ne voulait pas déranger les enfants pendant la journée. Cependant, la police a remarqué sa nervosité et son incertitude dans les réponses. La deuxième version de l'enquête était moins évidente, mais non moins intéressante. James M., l'inspecteur d'assurance qui a été le premier à monter au grenier et à trouver les paquets, pourrait être intéressé à trouver quelque chose de compromettant sur les propriétaires. Peut-être voulait-il obtenir une promotion ou espérait-il une prime pour avoir découvert une fraude. La police a examiné attentivement ses rapports précédents, mais jusqu'à présent, James ne s'était jamais retrouvé dans des situations suspectes. Les enquêteurs ont vérifié les déclarations d'Eric concernant les travaux nocturnes. Dans le grenier, ils ont effectivement trouvé des outils, une perceuse, des boîtes de vis, des accessoires de montage. Le voisin a confirmé qu'il voyait souvent Eric manipuler dans la cour et sur le toit et qu'il avait également entendu le fonctionnement d'outils auparavant. L'alibi semblait confirmé et le soupçon aurait pu diminuer. Mais une circonstance continuait de préoccuper l'enquête. La trappe du grenier était fermée de l'intérieur et la clé de la serrure se trouvait sur le trousseau de Rebecca, bien qu'elle ait affirmé ne même pas avoir été au courant de son existence. Tard le même soir, le médecin légiste a transmis à l'enquête une conclusion préliminaire. Ce qui a été trouvé dans le congélateur y était depuis au moins 4 ans. Au début, tout parlait contre Eric L. Le rôle trop évident de l'homme qui travaillait comme électricien, connaissait la maison par cœur et surtout, était régulièrement dans le grenier. Le grenier était son territoire, l'endroit où il gardait outils et équipements, et où les voisins entendaient souvent le bruit de ses travaux nocturnes. Comment se pouvait-il qu'une personne qui connaissait chaque centimètre du câblage et de la communication de sa propre maison ne puisse pas soupçonner l'existence d'un grand congélateur caché dans le coin du même grenier? 2 jours après la première découverte, les enquêteurs sont revenus à la maison de la famille L. Cette fois, ils ont inspecté le bureau d'Eric. Il y avait ici de nombreux éléments d'équipement typiques d'un électricien. Des compteurs, des fils de différentes épaisseurs, des rouleaux d'isolation. Cependant, l'attention des enquêteurs a été dirigée vers une autre découverte. Dans le tiroir de la table de travail se trouvaient des plans soigneusement pliés de tout le réseau électrique de la maison avec des annotations de l'année 2021. Les documents semblaient être professionnels, des lignes claires, des marques détaillées, des étiquettes compréhensibles. Et bien que les plans indiquaient tous les points de connexion importants, cuisine, salon, chambre, sous-sol, sur aucun des schémas n'était dessinée une ligne menant au grenier. C'est précisément cette circonstance qui semblait particulièrement étrange. La logique suggérait qu'une personne ayant l'habitude professionnelle de noter chaque petit détail ne pouvait tout simplement pas oublier d'indiquer une ligne supplémentaire. Il s'est avéré que soit quelqu'un d'autre l'avait installé à son insu, soit Eric ne l'avait intentionnellement pas noté sur les plans. Lorsque l'enquêteur a directement demandé à Eric qui exactement avait posé le câble vers le grenier, Eric a semblé sincèrement surpris. Il a expliqué que lui-même n'avait jamais installé de câblage vers le haut pour aucun appareil électroménager, sauf dans un cas, ma femme a demandé d'installer un climatiseur en haut. Il y fait trop chaud en été. Elle voulait créer un espace confortable pour travailler ou se reposer, a expliqué Eric. La vérification des paroles d'Eric n'a pas pris plus d'1 heure. Le câble conduisait effectivement à un ancien modèle de climatiseur installé sous la pente du toit, dans le coin opposé du grenier. L'appareil semblait fonctionnel, mais vieux, avec une fine couche de poussière sur la surface du boîtier. Il semblait que le climatiseur n'avait pas été utilisé depuis plusieurs années. Mais le plus important, la puissance indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil était exactement de 400 watts. Exactement ces 400 watts excédentaires qui avaient tant inquiété la compagnie d'assurance et avaient conduit l'inspecteur jusqu'ici.
Il s'est avéré que la violation trouvée dans la consommation d'électricité n'était pas du tout liée au congélateur. Peut-être que les bruits remarqués par les voisins et les particularités dans le comportement des propriétaires étaient simplement une coïncidence quotidienne. On pourrait penser que ce fait aurait dû dissiper partiellement les soupçons contre Eric. Cependant, les enquêteurs ont compris que l'affaire était loin de sa conclusion. Une simple coïncidence semblait trop pratique pour un électricien. Ce qui préoccupait le plus les enquêteurs, cependant, était la discordance entre les paroles d'Eric et son comportement. Il expliquait calmement et avec assurance pourquoi et comment il avait installé le climatiseur, montrait des plans, répondait aux questions techniques sans s'emmêler dans ses déclarations. Et avec tout cela, il insistait avec persistance sur le fait qu'il n'avait jamais vu le congélateur dans le grenier. Pour les enquêteurs, cela signifiait l'une de ces deux choses. Soit il n'était vraiment pas informé de ce qui se passait sous son propre toit, soit Eric égarait magistralement la police. Les doutes se sont intensifiés lorsque l'historique professionnel d'Eric a été vérifié. Il travaillait comme électricien dans la même entreprise depuis près de 10 ans. Il avait une réputation irréprochable. Ses collègues le décrivaient comme une personne consciencieuse et honnête. Aucun incident impliquant sa participation n'avait été enregistré. Tout cela correspondait parfaitement à la description d'une personne capable d'une action soigneusement réfléchie et précisément exécutée. Cependant, dès le lendemain, la situation a changé radicalement. Le matin, le médecin légiste a transmis les résultats d'un test ADN rapide effectué en urgence à la demande de la police. Dans les sacs sous vide du grenier se trouvaient 2 personnes et toutes 2 étaient biologiquement liées à Eric et Rebecca. On ne pouvait plus considérer cela comme une simple coïncidence ou une intervention extérieure. Il s'agissait de quelque chose de profondément personnel qui avait été soigneusement caché de l'entourage. Le couple qui la veille niait calmement toute relation avec les événements était soudain directement lié à la découverte. Ces résultats rendirent la situation presque évidente pour tout observateur extérieur. Le couple en savait clairement plus qu'il ne le disait à la police. Mais il restait une circonstance qui ne cadrait pas avec le tableau, même après cette découverte. Ce même jour, la police a demandé les dossiers médicaux de Rebecca L. des dernières années. Si elle avait un lien direct avec ce qui avait été découvert dans le grenier, cela devait se refléter d'une manière ou d'une autre dans son historique médical. Mais les documents se sont avérés être irréprochables. Aucune grossesse au cours des dernières années n'était notée dans les dossiers des médecins. Le dossier médical de la femme était parfaitement propre, comme si Rebecca n'avait jamais rien eu à voir avec ce qui avait été trouvé en haut. Jusqu'à ce jour, le nom de Rebecca L. était exclusivement associé au confort domestique, à l'ordre et au bonheur familial tranquille. Elle ne manquait aucune réunion du comité des parents, aidait à organiser les événements scolaires et organisait le samedi des barbecues pour les voisins dans le jardin. Même les connaissances les plus attentives ne remarquaient rien d'inhabituel dans son comportement. Et pourtant, cette épouse et mère exemplaire de 3 enfants avait réussi à vivre 2 situations qui n'avaient laissé que des traces soigneusement dissimulées. Depuis la réception des résultats ADN, la police a commencé un examen complet de l'historique médical de Rebecca. Comme il s'est avéré, le dossier médical de la femme contenait des entrées pas tout à fait typiques. 2 fois au cours des dernières années, le médecin de famille était venu chez elle en raison de plaintes concernant un virus gastrique aigu. La première fois en août 2017, la seconde fois en avril 2020. Les 2 fois, les symptômes étaient décrits en détail et de manière similaire. Faiblesse intense, vertige, nausées. De plus, le médecin soulignait particulièrement que l'état s'aggravait précisément la nuit. Dans les dossiers médicaux, il n'y avait même pas une indication d'autre cause possible de cet état. Mais après la découverte dans le grenier, la police ne croyait plus aux coïncidences. Les enquêteurs ont rapidement découvert que pendant les 2 infections virales de Rebecca, ses 3 enfants aînés n'étaient pas à la maison. Lorsque la police a directement demandé à la femme où se trouvaient les enfants à ces dates, Rebecca a répondu brièvement et avec assurance. Les enfants étaient chez leur grand-mère. Elle adore quand ils viennent la voir pendant les vacances. Une explication apparemment parfaite,
Mais la procédure de vérification standard a montré un tableau différent. La grand-mère des enfants, la mère d'Eric, se trouvait aux dates indiquées dans un tout autre état, lors de conférences et de séminaires, confirmés par des documents officiels et des billets d'avion. De plus, les factures téléphoniques montraient clairement qu'il n'y avait eu aucun contact entre la grand-mère et les enfants ces jours-là. Ces contradictions ont complètement détruit la version confortable de Rebecca. L'image parfaite de la mère a rapidement commencé à perdre son éclat antérieur. Les policiers savaient déjà que la femme cachait soigneusement son état et ses actions pendant ces périodes. Mais la question principale, où les membres aînés de la famille avaient réellement été envoyés, restait ouverte. Dans une tentative d'expliquer les particularités du comportement de Rebecca, la police a élargi le cercle d'interrogation et inclus ses proches parents. C'est alors que la sœur aînée de Rebecca, Jennifer, a raconté aux enquêteurs des détails qui étaient restés jusqu'alors inconnus. Apparemment, Rebecca avait vécu une grave crise psychologique en 2015 après un accouchement difficile, césarienne. Jennifer a mentionné que sa sœur ne dormait pas la nuit, tombait dans un état dépressif et évitait le contact avec ses proches. À l'époque, personne n'avait pris la situation au sérieux et l'avait attribuée à la fatigue habituelle et à la récupération après l'opération. Le rapport de Jennifer a été perçu par les enquêteurs comme une explication possible des événements. Il est tout à fait possible que Rebecca ait eu de sérieux problèmes psychologiques et les ait soigneusement cachés de son entourage. Théoriquement, cela pourrait expliquer pourquoi même son mari ne savait rien de ce qui se passait dans la maison. Cependant, l'examen des dossiers médicaux a de nouveau donné un résultat négatif. Aucun diagnostic lié à la santé mentale n'était officiellement enregistré pour Rebecca. Elle n'avait même pas consulté de psychologue. La version de la sœur s'est rapidement transformée en une autre impasse qui n'a pas fourni de nouvelles preuves à l'enquête. La percée est cependant venue d'un côté inattendu. Lors de vérifications ultérieures de l'historique financier de la famille, la police a découvert que Rebecca avait loué pendant plusieurs années consécutives une boîte postale dans un bureau de poste en périphérie de la ville, enregistrée au nom de Lee. Personne parmi les proches, y compris Eric, ne connaissait l'existence de cette boîte. Lorsque les enquêteurs ont ouvert la cellule, ils y ont trouvé une série de reçus d'une boutique en ligne peu connue appelée Home Labour Safe. Sur les reçus étaient indiqués des montants, des dates et des numéros de commande. Ces documents ont immédiatement intéressé la police. Les achats étaient des réguliers, précis et toujours livrés à certains intervalles de temps. La comparaison des dates de commande avec les visites médicales à domicile n'a pas pris beaucoup de temps. Chaque reçu de Home Labour Safe correspondait parfaitement aux dates des visites du médecin de famille notées dans les dossiers médicaux de Rebecca. Il devenait maintenant évident que ces virus gastriques aigus étaient donc quelque chose de beaucoup plus réfléchi et organisé. Ce qui avait commencé comme une vérification banale des factures d'électricité s'était transformé de façon inattendue en l'enquête d'une vie secrète soigneusement cachée par une femme que tous considéraient comme une mère et une épouse parfaite. Après la découverte des reçus de Home Labour Safe, les enquêteurs ont commencé à examiner en détail les colis livrés. Les documents semblaient robes standards, articles ménagers et produits d'hygiène. Cependant, ce qui est devenu important, c'est que la boutique Internet conservait des photos d'archives de chaque envoi expédié. La police a immédiatement demandé l'accès à ces images par ordonnance du tribunal et bientôt cela a fourni de nouveaux détails importants pour l'enquête. Après avoir examiné les photos fournies, les enquêteurs ont obtenu exactement les preuves qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Sur 2 images, on voyait clairement des boîtes avec des dates d'expédition. Le 7 août 2017 et le 22 avril 2020. Les 2 fois, les boîtes avaient un aspect discret, typique des achats Internet ordinaires, mais un examen détaillé des emballages a révélé des objets médicaux, des instruments stériles avec les étiquettes « forceps stérile » et « pince médicale ». Ces articles ne correspondaient pas à l'image domestique que Rebecca avait dépeinte. Le soupçon de l'enquête s'est intensifié lorsque les informations numériques sur les commandes ont été vérifiées. Les experts techniques ont rapidement déterminé que toutes les commandes avaient été passées via le routeur Internet domestique de la famille L.
Il était maintenant clair que la personne qui effectuait ces achats le faisait exactement depuis la maison d'Eric et Rebecca. La police a posé à la femme une question directe sur l'origine de ces commandes. Au début, elle a expliqué calmement que les achats avaient été effectués par ses enfants, qui auraient commandé divers jouets et petits objets pour l'école. Cependant, lorsque l'enquêteur a souligné la nature médicale de ces objets, Rebecca est devenue moins sûre. Elle a expliqué qu'elle n'avait peut-être tout simplement pas remarqué les articles inhabituels lorsqu'elle aidait les enfants avec les achats en ligne. Cette explication a semblé peu convaincante et trop simplifiée pour l'enquête, compte tenu de la gravité des découvertes. Pour confirmer les circonstances de la livraison de ces boîtes, les enquêteurs ont décidé de parler au coursier du service de livraison qui avait directement remis les colis. Le coursier se souvenait assez bien d'une des livraisons, en particulier celle d'août 2017. Selon ses dires, le colis avait été récupéré par une femme dont il n'avait pas pu reconnaître immédiatement le visage, car il était partiellement caché par une casquette de baseball. Le coursier a expliqué que de tels cas étaient de fréquents et qu'il n'y avait pas accordé d'importance particulière à ce moment-là. Brièvement, la version d'un possible participant externe qui pourrait récupérer des colis pour Rebecca est apparue. Néanmoins, la police n'a pas écarté la ligne principale et a décidé de vérifier ce fait plus en détail. Les enquêteurs ont mis le coursier en contact avec un artiste judiciaire et lui ont présenté pour identification des photos de plusieurs personnes possibles, y compris Rebecca elle-même. Cette fois, elle ne portait pas de couvre-chef ou d'autres éléments cachant son visage. Le coursier a immédiatement confirmé à l'enquête qu'il avait reconnu la femme. Malgré la casquette de baseball lors de la réception, il avait mémorisé les contours de son visage et même sa façon de se déplacer. C'était l'un des rares cas où la mémoire d'un témoin fournissait un résultat sûr, sans doute ni hésitation. Après ce témoignage important, toute l'attention de la police s'est définitivement concentrée sur Rebecca elle-même. Maintenant, il n'y avait presque plus de doute dans l'affaire. C'était elle qui commandait et recevait exactement ces instruments médicaux et cachait ce fait à toute sa famille et son entourage. Avec chaque nouvelle découverte, l'image de la mère exemplaire et militante du comité des parents s'effondrait de plus en plus. Cependant, il restait l'essentiel. Prouver le lien direct entre ces livraisons et les découvertes dans le grenier de la maison. Tous les détails convergeaient logiquement vers un point, mais la police n'avait pas encore obtenu de preuves directes de la relation entre les dates des colis et ce qui était caché dans le congélateur. Néanmoins, l'enquête comprenait déjà clairement dans quelle direction continuer à chercher. La prochaine étape pour la police devait être de déterminer clairement la relation chronologique entre les dates de livraison des commandes et le moment d'apparition de ce qui a été trouvé dans le grenier. Cette tâche semblait déjà technique, presque routinière. L'enquête disposait déjà de dates, de reçus, de témoignages du médecin et d'images d'archives des colis. Tout ce qui restait à faire était de réaliser un autre examen d'experts qui confirmerait définitivement la version de la police et réunirait tous les fragments de cette histoire pas simple. Après avoir recueilli toutes les preuves, vérifié soigneusement les témoignages des témoins et terminé les investigations médico-légales, l'enquête n'a eu d'autre choix que d'accuser officiellement Rebecca L. La femme a longtemps refusé de reconnaître les faits, a essayé de manipuler les détails et de détourner les soupçons d'elle-même. Cependant, lorsque tous les éléments du tableau se sont mis en place, elle a été forcée de céder et de reconnaître l'évidence. Rebecca a confirmé à l'enquête qu'elle avait effectivement caché les 2 grossesses et organisé les accouchements de manière indépendante à la maison, sans aucune aide médicale. Comme raison principale de ses actions, elle a cité la peur banale de détruire l'image soigneusement construite d'épouse parfaite et de mère exemplaire dont elle était fière depuis de nombreuses années. Pour elle, l'opinion de l'entourage était plus importante que toute norme morale ou légale. Pendant ses déclarations d'aveu, la femme a expliqué que son idée principale était de ne pas prendre de mesures actives, supposant que les processus naturels se dérouleraient sans son intervention. Elle ne savait pas et ne voulait pas savoir exactement où cela pourrait mener. L'enquête a déterminé que les 2 trouvés dans le grenier sont morts d'asphyxie, causée par le fait que le cordon ombilical n'a pas été coupé à temps. L'examen médico-légal a clairement indiqué l'absence totale d'aide dans les minutes critiques, ce qui a conduit à la tragédie. Un élément important de l'enquête a été la confirmation que la puissance du compresseur du congélateur installé dans le grenier était exactement
de 400 watts. C'est précisément cette valeur qui avait initialement attiré l'attention de la compagnie d'assurance et conduit à la visite de l'inspecteur. En fait, c'est exactement ce petit détail qui a formé le début de la chaîne qui a conduit les enquêteurs à la terrible découverte. De plus, la chaîne de preuves numériques a été définitivement confirmée. Les experts ont découvert que les commandes Internet d'instruments médicaux sur le site Home Labor Safe ont été effectuées depuis l'adresse IP du routeur domestique de la famille L. La boîte postale au nom de R. Lee appartenait également exactement à Rebecca, ce qui a été confirmé par des documents et des enregistrements de caméras de surveillance. Les demandes judiciaires au service de livraison ont fourni des images de colis, où l'on voyait clairement des dates et des contenus qui correspondaient parfaitement aux dates des maladies virales de la femme et aux visites du médecin. L'enquête a reconstitué la chronologie complète des événements, sans laisser la moindre possibilité pour des interprétations alternatives. Le procès n'a pas duré longtemps. Bien que la culpabilité de Rebecca soit évidente et confirmée par de nombreuses sources indépendantes, pendant les audiences, la femme a tenté de façon inattendue de transférer la responsabilité à son mari, Eric. Elle a déclaré au tribunal que prétendument son mari connaissait ses intentions, a aidé à l'installation du congélateur et a contribué de toutes les manières à dissimuler les faits. Le tribunal a soigneusement vérifié cette information, mais n'a trouvé aucune confirmation de complicité ou de connaissance de la part d'Eric. Les témoignages des collègues et connaissances d'Eric l'ont caractérisé comme une personne honnête et décente. De plus, il a montré une commotion sincère dans les premiers jours de l'enquête, qui, selon les enquêteurs, était impossible à feindre. Le juge a arrêté la tentative de Rebecca de manipuler le processus, soulignant l'absence de toute preuve contre son mari. L'avocat de l'accusé a tenté d'obtenir une réduction de peine, arguant que la femme n'avait jamais eu de problème avec la loi auparavant et que son statut social avant le crime était irréprochable. Cependant, le tribunal n'a pas considéré ces arguments comme valables. Il a été souligné que la gravité du crime, sa conscience et les actions préméditées ne permettent pas de circonstances atténuantes. Après avoir soigneusement examiné toutes les preuves, le jury a rendu à l'unanimité un verdict de culpabilité. Rebecca L. a été condamnée à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle pas avant 25 ans. Pendant 11 mois, toute la petite ville a vécu avec l'idée que la voisine Esther avait fait l'impensable. Elle avait fait bouillir Camilla dans un énorme chaudron dans sa remise. Les journalistes avaient déjà qualifié ce cas comme le plus horrible de l'histoire de la région. La société était prête à croire au cannibalisme et la police tardait à rendre ses conclusions définitives. Ce n'est qu'après presque un an que la vérité a été révélée. Camilla était bien morte, mais les circonstances étaient tout à fait différentes. Personne n'avait fait bouillir personne. Cependant, le mystère qui s'est révélé plus tard était tout aussi choquant. Cela s'est produit un mardi soir, le 4 mai 2021, dans une petite localité du sud du Chili, dans la province de Maule. À 20h15, Camilla, 9 ans, est sortie de chez elle, disant à sa mère qu'elle allait chez la voisine Esther pour regarder un film et y passer la nuit. De telles visites étaient habituelles. La maison d'Esther n'était qu'à 2 minutes à pied. La famille connaissait bien cette femme depuis longtemps. Esther G., 47 ans, veuve, vivait seule et n'avait jamais éveillé les soupçons des voisins. Cependant, le matin du 5 mai, Camilla n'est pas rentrée chez elle. La mère inquiète a frappé à la porte de la voisine, mais la porte ne s'est pas ouverte immédiatement. Esther semblait légèrement désorientée. Camilla est partie hier soir, juste après le film. Elle a dit qu'elle avait changé d'avis concernant la nuit. La mère a signalé la disparition à la police et 2 jours plus tard, toute la région a été secouée par une terrible nouvelle. La police avait fouillé la remise dans la cour d'Esther. Stu avait saisi un énorme chaudron en aluminium d'une capacité de 45 litres. À l'intérieur, ils avaient découvert un bouillon épais et trouble avec des morceaux d'os. Les policiers ont immédiatement rendu publique une information qui a plongé la population dans l'horreur.
Les os trouvés dans la marmite ressemblaient à des phalanges humaines. La presse s'est immédiatement emparée de l'histoire. Les titres criaient « L'enfant bouilli ». La voisine a fait cuire la petite fille. La tranquille petite ville, qui n'avait jamais connu de crime de cette ampleur auparavant, s'est retrouvée au centre de l'attention des médias nationaux et même étrangers. L'enquête a immédiatement révélé plusieurs détails qui compliquaient encore davantage l'affaire. Premièrement, la porte arrière de la maison d'Esther était grande ouverte. Cette nuit-là, il pleuvait légèrement. Le sol était humide. Les enquêteurs ont noté une empreinte distincte de chaussures de petite taille menant de la porte à la barrière du jardin. L'empreinte était fraîche. Deuxièmement, un détail intéressant est apparu. Esther possédait une licence officielle pour l'abattage et le dépeçage de chèvres pour vendre la viande au marché local. Dans la remise, on a découvert des outils de découpe, parmi lesquels se distinguait une petite hache avec des traces de liquide brun séché. L'analyse n'avait pas encore été effectuée, mais le tableau qui se dessinait était déjà sombre et sinistre. Les dernières actions documentées de Camilla sont également devenues connues. À 20h30, elle a envoyé un court message à sa mère. « On regarde un film, tout va bien. » Ce fut le dernier contact avec Camilla. Après 21h05, le téléphone ne donnait plus de signal et était hors de portée du réseau. Les opérateurs ont confirmé ce fait officiellement. Des rumeurs et des théories se sont immédiatement répandues dans la ville. La principale suspecte est tout de suite devenue Esther. Elle était la dernière à avoir vu Camilla vivante. C'est chez elle qu'on avait trouvé l'étrange bouillon avec des os suspects, et la femme était visiblement nerveuse lors des premiers interrogatoires. Les journalistes surveillaient constamment sa maison. L'opinion publique était extrêmement négative et les carabineros, la police chilienne, laissaient déjà entendre une accusation. Cependant, une autre version a émergé. Plusieurs voisins ont informé la police que le soir de la disparition de Camilla, ils avaient vu un pick-up blanc près de la maison d'Esther. Le véhicule était stationné là vers 22h15, 1 heure après que le téléphone de Camilla avait cessé d'émettre. Les témoins le décrivaient d'un comme inconnu dans le quartier, mais personne ne se souvenait du numéro d'immatriculation. Les enquêteurs ont commencé à vérifier toutes les caméras de surveillance des environs pour retrouver le mystérieux véhicule, mais sans résultat pour l'instant. La preuve la plus retentissante présentée par la police dans les premières étapes de l'enquête étaient les fragments d'os découverts dans le chaudron. L'un des policiers, dans une conversation non officielle avec un journaliste local, a déclaré que les os trouvés ressemblent beaucoup, par leur forme, à des phalanges humaines. La presse a immédiatement qualifié cela de preuve directe d'un acte de cannibalisme. L'horreur et la panique se sont répandues dans la ville comme une traînée de poudre. Les gens ont commencé à exiger l'arrestation rapide d'Esther. Sur les réseaux sociaux, elle a été submergée par une avalanche de menaces et de haine. La femme a été contrainte de se cacher dans sa propre maison, ne sortant même pas pour faire des courses. La police l'a placée sous protection 24 heures sur 24 pour la protéger d'une possible justice populaire. Mais l'enquête se poursuivait et bientôt la version des os humains a commencé à montrer ses premières fissures. Les experts ont commencé à suggérer prudemment que les fragments d'os trouvés pourraient appartenir à des animaux, peut-être des chèvres, qu'Esther dépeçait légalement pour la vente. Le 12 mai, une semaine après la saisie du chaudron et des restes, un rapport préliminaire d'expertise médico-légale a été reçu. Le document contenait une formulation qui a fait ralentir les enquêteurs dans leurs déclarations fracassantes. Les os ne sont probablement pas humains. Probablement. Ce mot est devenu la cause de conjectures sans fin. La police a officiellement refusé de confirmer la version du cannibalisme, mais la conclusion définitive était, pour une raison quelconque, retardée jour après jour. Cela a généré encore plus de rumeurs et de spéculations. Peu après le rapport préliminaire des médecins légistes, les premières incohérences
et contradictions dans la version de la police et de la presse ont commencé à apparaître. Les experts ont commencé à revérifier chaque preuve. Bientôt, il deviendra clair que le tableau qui semblait si évident dans les premiers jours cachait une histoire complètement différente, complexe et totalement inattendue pour tous. Mais il faudra presque 1 an avant que toute la vérité ne soit révélée. 11 mois d'incertitude et de suspicion, après lesquels l'histoire de Camilla deviendra encore plus tragique et surprenante pour la ville. Pourquoi une vendeuse de viande de chèvre solitaire fait-elle des abattages nocturnes sans licence d'abattage ? L'enquête progressait inexorablement. Pendant que les débats houleux se poursuivaient dans les médias autour de la conclusion préliminaire sur les os trouvés, les enquêteurs ont tourné leur attention vers Esther G. La police comprenait que le seul moyen de faire la lumière sur l'affaire Camilla était d'étudier en détail la suspecte numéro 1. La ville connaissait Esther comme une femme réservée, évitant les bruyantes compagnies et les fêtes. Elle vivait modestement et tranquillement, à la périphérie du village, évitant tout contact inutile. Mais les enquêteurs ne s'intéressaient pas aux sympathies ou antipathies personnelles des voisins, mais aux détails qui pourraient indiquer les véritables motifs et circonstances du crime. La maison et le sous-sol d'Esther ont été soigneusement vérifiés pendant plusieurs jours consécutifs. Là, parmi les murs sombres et les étagères de conserve maison, la police est tombée sur ce à quoi elle ne s'attendait pas. Dans un vieux congélateur, on a découvert 14 carcasses de chèvres congelées. Ce fait en lui-même n'était pas criminel. Le commerce de viande de chèvre était le revenu principal d'Esther. Mais le problème résidait ailleurs. Sa licence supposait l'abattage et le traitement uniquement pendant la journée, exclusivement sous contrôle sanitaire. Cependant, les notes dans un cahier trouvé à proximité indiquaient que les abattages nocturnes étaient devenus une norme pour elle. Les enquêteurs ont rapidement établi que chacune des dates dans ces notes coïncidait exactement avec les nuits où les voisins avaient remarqué que la lumière restait allumée longtemps dans la maison d'Esther et que des sons étranges se faisaient entendre. Les détails de ces notes semblaient étranges. L'heure d'abattage était toujours entre 22h30 et minuit. Ces coïncidences ne pouvaient pas être fortuites. Ensuite, la police a découvert des documents médicaux d'une clinique locale. Sans détails superflus ni spécificité des diagnostics, il y figurait des notes d'un psychiatre datant de 2014. Le psychiatre notait chez Esther un penchant accru pour l'ordre strict, une pédanterie obsessionnelle et, le plus inquiétant, une aversion persistante pour les jeunes voisins. Sans nommer de diagnostic concret, ces notes ont confirmé les soupçons de la police. Esther avait ses propres bizarreries et elle pouvait être bien plus sérieuse qu'il n'y paraissait initialement. Interrogée au poste, Esther est restée tendue, mais n'a pas perdu son assurance. L'enquêteur lui a demandé directement ce qu'elle faisait le soir de la disparition de Camilla entre 9h et minuit. Esther a répondu sèchement et clairement « Je regardais une série. Chaque soir, il y a un nouvel épisode. Je ne manque jamais ça. » Les policiers ont immédiatement vérifié son alibi auprès de la compagnie de télévision par câble. Il s'est avéré que le signal de sa télévision était effectivement actif à l'heure indiquée. Cela aurait pu être un argument fort en sa faveur, mais une nouvelle circonstance est apparue, aggravant considérablement la situation d'Esther. Un des voisins les plus proches a témoigné. Vers 22h40, c'est-à-dire au moment même où Esther prétendait regarder sa série, il avait clairement entendu des coups de hache provenant de sa remise. Selon lui, cela a duré plusieurs minutes, après quoi le silence est revenu. L'alibi de la suspecte était ainsi fortement remis en question. Les enquêteurs revenaient sans cesse à cette contradiction. Qu'est-ce qui était plus important ? Une télévision allumée ou le témoignage d'un témoin qui avait clairement entendu une hache ? Pendant ce temps, dans la presse, le scandale continuait de s'amplifier, lié à une nouvelle ruse de la police. L'enquêteur, probablement cherchant à accélérer les aveux d'Esther,
a délibérément montré aux journalistes une photo de la petite hache saisie précédemment dans la remise. Sur la photo, on voyait clairement un dépôt brun foncé. La police n'affirmait pas directement qu'il s'agissait du sang de Camilla, mais l'allusion était évidente. Les reporters ont vite deviné le reste par eux-mêmes, et les nouvelles ont à nouveau explosé avec des titres « La hache sanglante d'Esther »,« Nouvelle preuve contre la cannibale ». Malgré l'absence de confirmation officielle, l'opinion publique était déjà complètement contre Esther. Les habitants de la ville croyaient presque unanimement. La femme cachait clairement quelque chose. Son implication semblait de plus en plus convaincante. Un retour à une vie normale pour elle n'était désormais plus possible. Finalement, après plusieurs jours de spéculation sans fin et de pression médiatique, les résultats de l'analyse en laboratoire de la hachette sont arrivés. Et une fois de plus, la conclusion s'est avérée complètement inattendue. Les experts du laboratoire ont donné une réponse claire et sans équivoque. Le dépôt sur la lame était exclusivement du sang de chèvre. De plus, dans toute la maison et sur les affaires d'Esther, aucune cellule humaine n'avait été trouvée. L'absence totale de matériel biologique de Camilla semblait incroyable et mettait sérieusement en péril toute la version de l'accusation. Mais même maintenant, les enquêteurs ne se hâtaient pas d'exclure complètement Esther de la liste des suspects, car l'absence d'ADN ne signifiait pas une non-implication absolue. Il est possible qu'elle ait été plus prudente que la police ne le supposait, ou simplement qu'elle savait effacer les traces. Néanmoins, de telles conclusions ont amené l'enquête à relâcher temporairement la pression sur Esther. Les questions sont devenues encore plus aiguës. Le tableau du crime devenait flou, moins clair et évident qu'au début. Si Esther n'était vraiment pour rien dans cette affaire, si les soupçons s'avéraient erronés, cela signifiait une seule chose. La personne qui avait enlevé Camilla cette nuit-là était toujours en liberté. Et la police n'avait pas la moindre idée de son identité. Il était nécessaire d'introduire d'urgence de nouvelles figures dans l'affaire. Et à ce stade de l'enquête, il semblait que tous les participants et témoins commençaient à comprendre. Le plus important et le plus inattendu était encore à venir. Il s'avère que le père de Camilla, Sergio A., avait reçu une ordonnance restrictive il y a 1 an pour menace contre son ex-femme. Tandis que l'attention de l'enquête oscillait entre les soupçons envers Esther et l'insaisissable conducteur du pick-up blanc, un nouveau détail faisait surface. Il était lié à la famille de Camilla elle-même. Les enquêteurs ont décidé d'examiner plus en détail l'entourage de la fillette de 9 ans disparue, ce qui signifiait étudier attentivement ses proches parents, en premier lieu, ses parents. La famille de Camilla semblait ordinaire à première vue. Une petite maison bien tenue, une mère célibataire prenant soin de sa fille, et un père que les voisins voyaient rarement. Néanmoins, derrière la simplicité et le caractère typique de ce tableau se cachèrent des détails qui commençaient progressivement à apparaître, jetant une ombre de doute sur l'évidence et la clarté de tout ce qui s'était passé. Lors d'un examen détaillé des circonstances de la vie de la famille, les enquêteurs sont rapidement tombés sur un fait qui n'avait pas été divulgué auparavant. Il s'est avéré que le père de la fillette, Sergio A., avait officiellement reçu 1 an plus tôt une ordonnance restrictive du tribunal lui interdisant de s'approcher de son ex-épouse et de la maison où ils avaient autrefois vécu ensemble. La raison de cette décision judiciaire était les menaces qu'il avait proférées à plusieurs reprises à l'encontre de son ex-femme après le divorce. Les documents ne contenaient pas de détails sur ces menaces, mais le fait était officiellement confirmé et il a immédiatement donné à l'histoire familiale une toute autre teinte. Une vérification supplémentaire des téléphones et appareils électroniques des membres de la famille a révélé des détails inquiétants. Dans les correspondances de Camilla, on a découvert des messages que son père lui avait envoyés 1 semaine avant sa disparition. Sergio écrivait brièvement et sèchement à sa fille « Maman te ment à mon sujet ». De tels messages indiquaient clairement un conflit entre les parents
qui pouvait être le terrain d'action imprévisible. Cela a alarmé la police, surtout compte tenu du caractère instable du père et de l'ordonnance restrictive précédemment émise. Il s'est également avéré que la famille connaissait de graves difficultés financières. La maison avait été acquise avec un prêt hypothécaire, dont les paiements arrivaient en retard ces derniers mois. Les voisins se sont également souvenus d'un autre épisode étrange. Fin avril, quelques jours seulement avant la disparition de Camilla, ils avaient remarqué Sergio emportant plusieurs grandes boîtes de la maison. C'était inhabituel, étant donné que l'homme n'y vivait plus depuis longtemps et, selon les affirmations de son ex-femme, n'y apparaissait pratiquement pas. Ce qu'il y avait exactement dans ces boîtes, personne ne le savait. Mais cet événement en lui-même ne correspondait pas aux affirmations de la mère concernant l'absence totale de contact avec son ex-mari. Les enquêteurs ont de nouveau convoqué la mère de Camilla pour un interrogatoire supplémentaire. Ses réponses étaient assurées et catégoriques. Elle affirmait « Sergio n'est pas venu ici depuis des mois. Nous ne communiquions pratiquement pas, sauf brièvement par téléphone. » Et cela se terminait toujours par un conflit. La police a vérifié ces déclarations en utilisant les données de géolocalisation du téléphone portable de Sergio. Et là, l'enquête s'est heurtée à un fait qui contredisait totalement les paroles de la mère. La nuit où Camilla a disparu, le téléphone de Sergio avait été enregistré dans un rayon de 3 km de la maison d'Esther. Cela signifiait que l'ex-époux se trouvait tout près, bien que pas directement sur les lieux des événements. Cela ne prouvait pas sa culpabilité, mais ébranlait sérieusement la fiabilité des déclarations de la mère. Quelqu'un ne disait manifestement pas toute la vérité. Les enquêteurs, confrontés à une telle contradiction, ont commencé à envisager un motif possible, la tentative de Sergio de prendre sa fille par la force. Cette version a rapidement fuité dans la presse, et les journalistes l'ont instantanément reprise, gonflant le scandale à des proportions énormes. De nouveaux titres ont à nouveau changé le cours de l'opinion publique. Enlèvement familial. Sergio a-t-il enlevé sa propre fille pour se venger de son ex-femme ? La ville a de nouveau plongé dans la panique et l'anxiété. En plus d'être déjà accablés par les terribles versions du cannibalisme, les habitants ont maintenant commencé à soupçonner le père de Camilla, voyant en lui un homme capable de mesures extrêmes en raison de conflits personnels. Sergio s'est soudainement retrouvé sous une forte pression publique, bien qu'il n'y ait pas encore de preuves qu'il était lié d'une quelconque manière à la disparition de Camilla. Mais à peine l'enquête commençait-elle à approfondir cette version que de nouveaux faits, en forte contradiction avec celle-ci, ont émergé. La police a obtenu l'accès à un enregistrement vidéo d'une caméra de surveillance d'une station-service située à 70 km du lieu de la disparition. Sur l'enregistrement, on voyait clairement Sergio faisant tranquillement le plein de sa voiture à 22h12 la même nuit. Cela signifiait que physiquement, il ne pouvait pas se trouver simultanément près de la maison d'Esther et à la station-service. L'alibi de l'ex-mari était partiellement confirmé et la version de sa participation aux événements de la nuit de la disparition s'effondrait sous les yeux des enquêteurs. Cependant, la police n'était pas prête à exclure complètement Sergio des suspects. Les données de géolocalisation étaient trop ambiguës et son conflit avec son ex-femme, trop profond et personnel. Les soupçons, bien qu'affaiblis, continuaient à faire partie de l'enquête. À ce stade, l'enquête a commencé à vaciller notablement, essayant de s'accrocher à n'importe quelle version convaincante, soit Esther avec ses mystérieux abattages nocturnes, soit le mystérieux conducteur du pick-up blanc, soit le père, empêtré dans ses propres émotions et contradictions. Alors que la police tentait de démêler ces lignes complexes et manifestement embrouillées, personne n'a remarqué un petit mais important détail, tranquillement posé dans l'arrière-cour de la maison où Camilla avait disparu. C'est précisément ce détail, découvert beaucoup plus tard, qui va bientôt renverser toute l'affaire et orienter l'enquête dans une direction complètement différente. En juillet, un fermier près du canal Las Trilas trouve une basket d'enfant taille 31 avec les initiales CA brodées.
Tandis que l'enquête errait impuissante dans un labyrinthe de contradictions et de fausses pistes, chaque nouvelle circonstance ne faisait que compliquer le tableau. De nombreuses versions apparaissaient, puis s'effondraient l'une après l'autre. Mais au milieu de l'été, un événement s'est produit qui a de nouveau changé le cours de l'enquête et ramené l'attention au point de départ. La maison d'Esther et ses environs immédiats. Le 13 juillet, plus de 2 mois après la disparition de Camilla, un fermier local qui passait le long du canal Las Trilas a découvert quelque chose d'inhabituel. C'était une basket d'enfant blanche, largement couverte de boue séchée. Sur la surface latérale de la chaussure étaient soigneusement brodées les initiales CA. La taille de la semelle, 31. Exactement la même que portait Camilla disparue. Le fermier n'a pas tenté d'examiner lui-même la trouvaille. Il l'a immédiatement signalée à la police. La basket a été immédiatement envoyée au laboratoire. Les enquêteurs ont fait preuve de prudence professionnelle et ont emballé la chaussure dans un sac en papier spécial pour préserver la plus grande quantité possible de matériel biologique. Les experts ont tout de suite noté un détail clé. Le sol collé à la semelle correspondait parfaitement en composition et structure à la terre prélevée dans l'arrière-cour de la maison d'Esther. Cela signifiait une chose. La chaussure appartenait à Camilla et elle la portait ce soir-là, quand elle a disparu. Mais à l'intérieur de la basket attendait une découverte encore plus significative. Les experts ont découvert des traces épithéliales masculines qui n'appartenaient à aucune des personnes déjà connues liées à cette affaire. Au laboratoire, une comparaison rapide avec les échantillons d'ADN de Sergio a été effectuée, mais le résultat a été négatif. Le nouvel ADN indiquait clairement un homme inconnu, dont l'identité restait à déterminer. La police est retournée voir le fermier qui avait découvert la chaussure. Celui-ci s'est immédiatement rappelé un détail qu'il n'avait pas mentionné auparavant, car il n'y attachait pas d'importance particulière. J'ai vu un pick-up cette nuit-là. Il était stationné juste au bord du canal, vers 23h le 5 mai. Je me souviens bien qu'il avait un pare-choc de chasse robuste. Cela m'a semblé étrange de voir une voiture à un tel endroit si tard, mais je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là. Le témoignage du fermier a intéressé les enquêteurs, car cela les ramenait à la version antérieure du pick-up blanc, précédemment mentionné par des témoins. Cependant, cette fois, il fallait vérifier plus précisément et plus minutieusement. Les enquêteurs ont commencé à comparer les données de tous les propriétaires locaux de véhicules. La vérification de la base de données automobile a montré que Sergio ne possédait qu'une berline bleue et qu'Esther n'avait pas du tout de voiture ni même de permis de conduire. Cela signifiait que le pick-up appartenait à quelqu'un d'autre. Les enquêteurs ont été contraints d'élargir à nouveau le cercle des suspects et d'examiner plus attentivement d'autres résidents locaux. Suite à une analyse approfondie, le chasseur local Luis R. est tombé sous les soupçons. Cet homme était connu de la police principalement en raison de problèmes avec la loi liés à la contrebande d'animaux sauvages. Le plus important était que Luis possédait effectivement un pick-up blanc avec un pare-choc de chasse caractéristique, correspondant parfaitement à la description du fermier. C'était la première piste convaincante depuis longtemps, et la police a décidé de la vérifier soigneusement. Luis a été convoqué pour interrogatoire. L'homme s'est comporté calmement et a fourni ses données à l'enquête sans panique, affirmant que dans la nuit du 5 mai, il n'était même pas près du canal Las Trilas. « Je chassais loin d'ici, je peux le prouver », a déclaré Luis avec assurance. Les enquêteurs ont immédiatement vérifié les données des journaux des caméras routières qui enregistraient les plaques d'immatriculation des véhicules sur les routes. Bientôt, la police a obtenu des informations qui justifiaient complètement Luis. Les caméras avaient clairement enregistré son pick-up blanc à une distance de plus de 120 km du lieu de disparition de Camilla, précisément dans la nuit du 5 mai. Le fermier qui avait indiqué un pick-up blanc s'était simplement trompé. La mémoire s'était avérée peu fiable à la lumière de la lune et il avait probablement confondu les couleurs des voitures. La version avec Luis et son pick-up s'est immédiatement effondrée, comme les hypothèses précédentes. Néanmoins,
Malgré la fausse piste, le fait même de la découverte de la chaussure restait une preuve cruciale, prouvant que Camilla avait quitté la maison d'Esther vivante par ses propres moyens. Ainsi, les enquêteurs ont été forcés de revoir complètement les versions initiales liées au pick-up. Maintenant, la voiture blanche ne semblait plus être la clé de l'énigme. Mais l'importance de la chaussure découverte ne pouvait être surestimée. Cette trouvaille indiquait clairement que Camilla avait réussi à sortir de la maison d'Esther indemne, et tous les soupçons précédents à l'égard de la voisine se sont à nouveau affaiblis. Pendant ce temps, les policiers s'étaient tellement concentrés sur des traces lointaines et floues qu'ils avaient cessé de remarquer des détails plus évidents. Ceux qui se trouvaient littéralement sous leurs pieds. L'enquête, s'approchant progressivement de sa conclusion, prouvait encore et encore combien la mémoire humaine est peu fiable et comme il est facile de manquer quelque chose d'important qui se trouve juste sous les yeux. Miguel, un collecteur de métal sans abri, dormait régulièrement sous l'auvent en face de la maison d'Esther. Dans la nuit du 4 mai, il a disparu de son lieu habituel. L'enquête aboutissait à nouveau à une impasse. La version du pick-up blanc s'est effondrée. Louis R. s'est avéré hors de tout soupçon. Et bien que la chaussure trouvée ait confirmé que Camilla avait quitté la cour d'Esther par elle-même, elle n'a pas donné de réponse à la question principale. Les enquêteurs ont été contraints de revenir au point de disparition et d'examiner attentivement ceux qui se trouvaient à proximité immédiate. C'est ainsi que Miguel, plus connu sous le surnom de Trawa, est apparu à l'horizon de l'affaire. Il était une personnalité connue dans le quartier, un collecteur de métal sans abri, constamment en mouvement à la recherche de ferraille, de canettes vides et de vieux appareils électroménagers. Miguel dormait souvent sous l'auvent d'un vieux bâtiment d'entrepôt juste en face de la maison d'Esther. Sa présence avait depuis longtemps cessé d'attirer l'attention des habitants et la police n'avait même pas jugé nécessaire de s'entretenir avec lui jusqu'à présent. Cependant, c'est précisément dans la nuit du 4 au 5 mai que personne n'avait vu Miguel à son endroit habituel. Cela a semblé suspect. La police a décidé de vérifier cet homme plus attentivement. Lorsque les agents ont retrouvé Miguel, ils ont découvert chez lui plusieurs objets qui semblaient suspects à première vue. Un petit passe-partout, un tournevis ordinaire et un bracelet fin, clairement pour enfants, sans fermoir. Le bracelet n'appartenait pas à Camilla. Sa mère l'a confirmé, mais par sa taille et son type, il convenait clairement à un enfant d'environ le même âge. À la question de savoir d'où lui venait cet objet, Miguel n'a pas pu répondre, déclarant simplement qu'il l'avait trouvé dans la rue et voulait le vendre avec de la ferraille. Après vérification des archives de la police, il s'est avéré que Miguel avait déjà attiré l'attention des forces de l'ordre auparavant. 1 an plus tôt, il avait été arrêté pour vol de poules dans une des rues voisines. Cette information ne faisait pas de lui un criminel sérieux aux yeux de la police, mais renforçait clairement les soupçons. Les enquêteurs ont interrogé Miguel en détail. Celui-ci est resté calme, sans nervosité ni agressivité. Il a informé la police avec assurance qu'il n'avait pas dormi près de l'entrepôt la nuit de la disparition de Camilla, car il s'était rendu dans un refuge pour sans-abri. Ses paroles étaient faciles à vérifier, et les agents ont immédiatement contacté l'administration du refuge. Cependant, le registre du refuge était étonnamment vide pour cette nuit-là. L'administrateur a expliqué cela par un changement d'employé de service qui, pour une raison quelconque, n'avait pas tenu le registre. L'employé a confirmé qu'il était effectivement de service cette nuit-là, mais ne pouvait pas se souvenir spécifiquement de Miguel, car de nombreuses personnes passent par le refuge. De plus, sur les vêtements de Miguel, la police a découvert d'étranges traces de poudre blanche, rapidement identifiées par les experts comme de la chaux de construction. À la question de savoir d'où elle provenait, Miguel a calmement répondu « J'ai déchargé du ciment sur un chantier. Tout y est couvert de cette poussière. C'est difficile à nettoyer. Vous le savez. » Cette explication semblait logique, mais les enquêteurs n'étaient pas entièrement convaincus, compte tenu du tableau général de l'affaire et de la nervosité dans la société qui exigeait des résultats.
rapide. La chaux est devenue l'objet d'une attention accrue des enquêteurs, car ils avaient déjà entendu les versions des experts sur la façon dont les criminels tentent parfois de dissimuler les traces de crimes à l'aide de mélanges de construction et de réactifs chimiques. L'idée que Miguel ait pu utiliser de la chaux pour dissoudre des preuves est immédiatement venue à l'esprit des enquêteurs. Miguel travaillait occasionnellement sur les chantiers et aidait à réparer de vieux équipements. Entre autres, il effectuait parfois des travaux occasionnels pour les propriétaires d'équipements spéciaux, comme une excavatrice sur chenille utilisée pour les travaux en carrière. Compte tenu de la théorie de la dissolution des traces, la police a obtenu un mandat pour fouiller l'excavatrice et les environs où Miguel aurait pu travailler. C'était une décision sérieuse, mais rien de suspect n'y a été découvert. Malgré des vérifications à grande échelle, aucune trace de crime n'a été trouvée, ce qui a causé une irritation supplémentaire à l'enquête qui perdait un temps précieux sur une nouvelle fausse piste. La situation a radicalement changé lorsque la police a eu accès aux enregistrements des caméras de surveillance du refuge. Malgré l'absence d'inscription dans le registre, l'une des caméras avait néanmoins enregistré que Miguel était entré calmement dans le bâtiment du refuge précisément à 23h10 la nuit de la disparition de Camila. Ce fait confirmait entièrement ses dires et détruisait la version cohérente de l'accusation contre lui. Les soupçons se sont à nouveau effondrés, laissant la police dans une nouvelle impasse. Miguel s'est retrouvé hors de la liste des principaux suspects, bien qu'il eût été prématuré de lever toutes les questions à son sujet. Il restait une personne qui aurait pu remarquer ou savoir quelque chose, sans s'en rendre compte. Les enquêteurs ont dû reculer d'un pas. Les soupçons concernant Miguel se sont officiellement affaiblis. Cependant, un détail ne laissait pas les experts tranquilles. La chaux. Elle aurait pu effectivement adhérer à ses vêtements n'importe où, chantier, travaux de réparation, vieux équipements. Mais pour l'instant, la police ne pouvait pas en être certaine. Ce détail apparemment insignifiant conduirait les enquêteurs quelque temps plus tard sur une piste tout à fait inattendue, dont ils ne se doutaient même pas encore. Toujours à la recherche d'une nouvelle clé pour résoudre l'énigme, l'enquête devait réexaminer les faits déjà connus. Mais une chose devenait de plus en plus évidente. La réponse la plus importante demeurait cachée dans les petits détails qui, à première vue, semblaient aléatoires et insignifiants. L'amie de Camila, Selena R., 9 ans, se souvient soudainement d'une conversation. Camila avait peur de sortir dans la cour d'Esther. Ça puait, et un homme y rôdait. Alors que les enquêteurs luttaient avec des preuves contradictoires et des alibis peu convaincants, un nouveau fil est apparu inopinément, provenant de l'entourage immédiat de Camila elle-même. Il venait d'une personne qui n'avait pas été mentionnée auparavant dans l'affaire, de la proche amie de Camila, Selena R. Les agents ont décidé d'interroger à nouveau les enfants vivants dans le quartier. L'entretien a été mené selon le protocole strict PACE, sans la présence des parents et avec la participation d'un psychologue pour enfants, afin d'exclure l'influence des adultes. L'amie de Camila, Selena, a d'abord répondu avec hésitation, évitant de regarder le psychologue dans les yeux, mais elle s'est bientôt souvenue d'une conversation apparemment insignifiante qui avait eu lieu quelques jours avant la disparition. Camila a dit qu'elle avait peur d'aller dans la cour d'Esther. Ça sentait mauvais. Et il y avait aussi un homme qui y rôdait tout le temps. Elle ne l'aimait pas. Cette nouvelle information a immédiatement poussé les enquêteurs à s'impliquer dans l'affaire avec une attention redoublée. Selena a été prudemment interrogée plus en détail. Sans détails émotionnels superflus, la fillette a décrit l'homme assez clairement et avec assurance, autant que sa mémoire d'enfant le lui permettait. Il avait une barbe, portait une veste verte. Le soir, après le dîner, il sortait des sacs lourds. Je l'ai vu quelquefois, mais toujours de loin. Ces témoignages étaient importants pour la police,
Les enquêteurs ont immédiatement préparé une série de 6 photos d'hommes similaires, sélectionnées selon les caractéristiques. Selena a été présentée aux photographies pour identification. La fillette n'a pas hésité et a rapidement désigné la photo numéro 4. Cet homme s'est avéré être Raoul G., le frère cadet d'Esther, dont le nom n'avait jusqu'à présent figuré dans aucun procès-verbal de l'enquête. Les enquêteurs ont immédiatement commencé à vérifier le nouveau suspect. En premier lieu, la mère d'Esther et de Raoul, une femme âgée vivant séparément, a été interrogée. À la question concernant la visite de Raoul chez sa sœur, elle a confirmé sans hésitation. Oui, il est venu chez elle le 4 mai. Il a apporté des légumes de sa ferme, le soir. Je n'ai rien vu d'étrange. Raoul a été convoqué pour interrogatoire où il était resté extrêmement calme. Il a tout de suite confirmé qu'il était effectivement venu chez sa sœur. Mais il soulignait avec insistance qu'il avait quitté sa maison avant le coucher du soleil. Je suis parti vers 7 heures du soir. Je suis resté très peu de temps chez ma sœur. Mon téléphone s'est éteint parce que j'ai oublié de le charger. Je fais toujours comme ça, j'oublie. Mais il était difficile de vérifier la véracité de ses propos. Le téléphone de Raoul était effectivement éteint. Les données de géolocalisation étaient absentes, ce qui ne faisait que renforcer les soupçons de l'enquête. Les témoignages de la fillette ont rapidement filtré dans la presse et ont de nouveau provoqué une résonance publique. Les journaux et la télévision ont immédiatement commencé à discuter de la possibilité que les enfants, sous l'influence des adultes ou de l'enquête elle-même, aient pu involontairement inventer ou déformer quelque chose. La presse critiquait la police, l'accusant de faire pression sur des témoins mineurs et de ne pas être assez prudente dans le traitement des témoignages d'enfants. La police elle-même a également traité avec prudence les témoignages de Selena. Les enquêteurs comprenaient que la mémoire d'un enfant pouvait déformer les détails, surtout après tant de temps écoulé depuis l'événement. Cette prudence ne faisait qu'alimenter les débats, suscitant des soupçons et des doutes supplémentaires dans la société. Cependant, une nouvelle découverte du médecin légiste a de nouveau renversé le tableau et ramené les soupçons vers Raoul. Les experts, poursuivant l'examen de cette même hachette, précédemment reconnue comme étant exempte de traces biologiques humaines, ont soudainement découvert sur sa lame et son manche des microparticules de fibres de verre. C'était un matériau caractéristique, généralement utilisé pour fabriquer les manches de couteaux de chasse. C'est précisément ce type de couteau que Raoul utilisait sur sa ferme, ce qu'ont confirmé les agents après un interrogatoire préliminaire des connaissances de l'homme. Cette découverte est devenue la première preuve matérielle reliant Raoul au lieu de l'incident, et maintenant l'enquête ne pouvait plus ignorer son implication. Malgré l'absence d'accusation directe, Raoul est définitivement devenu une figure d'intérêt primordiale pour les enquêteurs. Après la découverte de la fibre de verre, la police a immédiatement déposé une demande auprès du procureur pour obtenir un mandat permettant de mener une fouille complète sur le territoire appartenant à Raoul G. Le document mentionnait, entre autres, une indication spéciale. Examiner soigneusement la vieille fosse septique dans la cour, qui n'avait pas du tout attiré l'attention de l'enquête auparavant. Malgré l'intérêt accru pour Raoul, la police ne l'accusait pas officiellement de crime. Sa figure était encore entourée de brouillard, et l'enquête évitait soigneusement de tirer des conclusions hâtives. Mais l'apparition d'un nouveau détail menait inexorablement l'enquête vers un nouveau dénouement, peut-être le dernier. Pendant que les agents attendaient à l'autorisation de perquisition, aucun d'entre eux ne pouvait savoir avec certitude ce que révélerait la vieille fosse en béton dans l'arrière-cour de Raoul. Pendant ce temps, la presse continuait de critiquer la police pour son apparente indécision et le chaos dans l'enquête. Cependant, les enquêteurs comprenaient parfaitement qu'ils s'approchaient maintenant de la solution de cette histoire complexe et embrouillée. Tous les petits détails, toutes les incohérences et les soupçons devaient bientôt former une image complète, levant définitivement le voile de mystère sur l'affaire de la disparition de Camila. Septembre 2021, l'équipe du service des eaux Nuevo Sur mène une enquête par géoradar dans les cours, sous l'ancienne fosse septique en plastique chez Esther,
l'appareil détecte une masse organique dense. Les événements se sont déroulés rapidement et de façon inquiétante. Le mandat de perquisition pour les biens de Raoul avait été obtenu, mais en même temps, la cour voisine, celle d'Esther, se retrouvait à nouveau au centre de l'enquête. En septembre 2021, près de 5 mois après la disparition de Camilla, la compagnie municipale Nuevosur procédait à une inspection planifiée des réseaux en utilisant un géoradar. L'équipe devait vérifier l'état des anciennes fosses septiques dans cette zone avant la reconstruction des égouts. Les travaux se déroulaient normalement, jusqu'à ce que le géoradar détecte une anomalie dans le sol, précisément sous l'ancienne fosse septique en plastique, située dans l'arrière-cour de la maison d'Esther. L'équipement montrait clairement la présence d'un objet organique large et dense, situé à environ 1 mètre de profondeur. Les ouvriers ont immédiatement arrêté l'inspection et appelé un ingénieur. L'ingénieur, Felipe L., est arrivé sur les lieux et a personnellement effectué un nouveau scan, confirmant les données initiales. Il a soigneusement mesuré et enregistré les dimensions de l'objet sur les radargrammes. Les contours de l'anomalie se dessinaient clairement et avec des paramètres approximatifs de 110 cm de long et environ 40 cm de large. La profondeur de l'enfouissement était d'environ 0,9 mètres. Felipe a contacté la police sans délai, leur transmettant tous les matériaux de l'étude. Les agents sont rapidement arrivés sur place et ont commencé l'inspection. La fosse septique semblait abandonnée. Le couvercle était recouvert de déchets et de débris de construction, comme si quelqu'un avait essayé de masquer son état réel. Lors d'un examen préliminaire des parois intérieures du réservoir, les experts ont immédiatement remarqué des traces fraîches de chaux, le même matériau qui figurait précédemment sur les vêtements du sans-abri Miguel. Mais maintenant, la chaux devenait un signe bien plus inquiétant, témoignant d'une possible tentative de dissimuler quelque chose d'important. Près du bord du couvercle de la fosse septique, les criminalistes ont découvert de petits fragments de tissu vert. C'était un matériau résistant, rappelant le tissu d'une veste, peut-être celle-là même dont parlait la petite Selena, se souvenant de l'homme qui sortait de l'oursac de la cour d'Esther. La chaîne de preuves qui s'était formée a immédiatement poussé les enquêteurs à agir de manière décisive. Raoul a été convoqué pour un nouvel interrogatoire. Il semblait toujours confiant et ne montrait toujours pas de signes d'inquiétude. À la question de ce qu'il savait de la fosse septique, Raoul a immédiatement répondu « Cette fosse septique n'est plus utilisée depuis 2019. Je l'ai personnellement fermée et simplement recouverte de déchets divers. Il n'y a rien d'important là-dedans. Vérifiez 1 millier de fois si vous voulez. » Cependant, ces paroles étaient contredites par le témoignage d'une voisine, la vieille Anna B., dont la cour jouxtait directement la parcelle d'Esther. La femme a affirmé avec assurance « Je me souviens clairement de la nuit du 5 mai. Il y avait beaucoup de bruit du côté de la cour d'Esther et ça sentait très fortement la chaux. L'odeur était presque suffocante. Je ne pouvais pas me tromper. C'était bien de la chaux. Nous l'utilisions souvent pour traiter le sol. » Le témoignage de la voisine a renforcé les soupçons de la police, bien qu'il ne désignât pas directement Raoul. C'était simplement la confirmation que la fosse septique avait été utilisée cette nuit-là. Entre-temps, le parquet a tenté de réduire l'intensité de l'attention publique en avançant prudemment une hypothèse alternative. Le procureur a officiellement émis la supposition que l'objet trouvé par le géoradar pourrait n'être que des déchets de découpe de chèvre dont Esther s'occupait. Cependant, cette fois, le public et la presse ont accueilli cette version avec un scepticisme extrême. Peu de gens croyaient que de simples déchets pouvaient susciter un tel intérêt de la part des enquêteurs et autant de mesures pour les dissimuler. Malgré la faiblesse de l'hypothèse, le parquet insistait sur le fait que toutes les versions nécessitaient une vérification. Cependant, l'attention de la police était déjà dirigée ailleurs et les paroles du procureur n'ont pas changé l'attitude générale des agents.
Il se préparait à ouvrir la fosse septique. Le tribunal a rapidement délivré un mandat pour l'ouverture de l'ancienne fosse septique. La nouvelle s'est répandue instantanément et des représentants des médias sont rapidement arrivés sur les lieux. Les policiers ont installé un abri en tente pour protéger la zone d'une éventuelle pluie et assurer la confidentialité de la procédure. Tout ce qui se passait était enregistré par les journalistes à distance. Lorsque le couvercle de la fosse septique a été lentement soulevé, toutes les caméras à proximité ont été soudainement éteintes. Un officier de police a donné l'ordre strict d'arrêter les prises de vue, expliquant aux représentants de la presse que le contenu était trop choquant et n'était pas destiné à être vu par le public. Le contenu de la fosse septique a été immédiatement recouvert et soigneusement cerné d'un ruban de police, ne permettant à personne d'entrer dans le périmètre. Malgré l'absence de déclaration officielle, les personnes présentes ont compris que ce qui avait été trouvé était extrêmement important et très inquiétant. Les experts du laboratoire criminalistique, sans perdre de temps, ont commencé immédiatement l'examen de la découverte. Bientôt, il est devenu évident que l'objet trouvé était ce qu'on cherchait depuis plus de 4 mois. Mais l'identification officielle n'avait pas encore été effectuée. Les experts ont prudemment communiqué aux enquêteurs un seul détail important. Sous les ongles de l'objet inconnu, on avait trouvé des fibres de tissu vert, le même que celui découvert près de la fosse septique. Alors que la presse spéculait sur ce qui se passait derrière les portes closes, la police a complètement fermé le laboratoire, empêchant toute tentative de fuite d'informations. Tous ceux qui suivaient l'affaire depuis le début comprenaient – l'enquête avait atteint son point critique. Il restait à déterminer une seule chose – à qui appartenait exactement le tissu vert trouvé et à quel point les enquêteurs s'étaient approchés de la finale. Octobre 2021 a été la limite finale pour l'enquête. Après plusieurs semaines de travail silencieux et méthodique des experts du laboratoire d'ADN, les résultats de l'analyse ont été officiellement confirmés. Le matériel génétique des restes trouvés correspondait aux échantillons de Camilla A, avec une précision de 99,9%. C'était le fait final et irréfutable que l'enquête attendait depuis près de 6 mois. De plus, le laboratoire a fait une autre découverte importante. Sous les ongles, on a trouvé des cellules épithéliales appartenant à Raoul G., le frère cadet d'Esther. Les enquêteurs ont immédiatement comparé le biomatériel avec les caractéristiques externes de Raoul et ont découvert une égratignure fraîche, mais déjà cicatrisée sur le doigt de sa main, correspondant parfaitement au caractère des traces découvertes. Raoul n'a pas résisté à la pression des preuves et a reconnu son implication dans l'affaire. Son aveu était laconique et quelque peu évasif. C'était un accident. Je n'ai simplement pas calculé ma force. Elle a commencé à crier. J'ai paniqué. Ma sœur ne savait rien du tout. L'enquête touchait à sa fin, et chaque détail auparavant incompréhensible a maintenant clairement trouvé sa place. Ces mystérieux os dans la marmite, qui avaient provoqué l'horreur et la panique dans la société, s'était avéré n'être que l'os de Raoul lui-même. Pendant qu'il découpait une chèvre, il avait accidentellement endommagé l'articulation de son doigt et l'avait jeté dans le bouillon commun. L'expertise a confirmé que le sang trouvé dans le chaudron était exclusivement de chèvre. Il n'y avait ni cannibalisme ni rituel terrifiant. Le smartphone mystérieusement disparu de Camilla a également été retrouvé. Il n'avait pas été volé ou délibérément cassé. La fillette l'avait accidentellement laissé tomber dans la cour de la maison d'Esther, et Raoul, l'ayant remarqué plus tard, avait décidé de s'en débarrasser en chemin, jetant l'appareil dans l'herbe, près du canal, où un peu plus tard, on avait aussi retrouvé la basket. Le téléphone était resté à l'air libre jusqu'à ce que la batterie se décharge complètement. La chaux, qui était devenue l'un des principaux éléments du mystère, s'était avérée être une tentative banale de Raoul de ralentir le processus naturel de décomposition des restes. Il l'avait prise du poulailler, qui se trouvait juste sur le territoire de la maison de sa sœur. C'était précisément les traces de cette chaux qui étaient sur les vêtements du sans-abri Miguel, qui travaillait par hasard à proximité à cette époque.
Néanmoins, même dans des conditions de preuve complètes, Raoul n'avait pas l'intention de se rendre facilement. Lors d'une confrontation avec les enquêteurs et sa sœur, il a soudainement changé sa version, rejetant une partie de la faute sur Esther. Elle m'a appelé et m'a dit de simplement fermer le trou. J'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Esther, qui avait jusqu'à ce moment stoïquement supporté toutes les accusations, a émotionnellement nié son implication. Mais le procureur lui a montré le journal des appels téléphoniques qui mentionnait un appel de Raoul à 00h17 cette nuit-là. Dans le carnet d'Esther, on avait conservé une courte note confirmant que son frère avait effectivement l'intention de fermer un trou. Le tribunal a immédiatement qualifié l'événement de meurtre prémédité d'une mineure suivi de dissimulation. Même sans preuve directe de l'intention initiale, l'aveu initial de Raoul, combiné à la dissimulation du fait du décès, était suffisamment convaincant pour une qualification sévère du crime. En mars 2022, le tribunal de la province de Tolima a annoncé le verdict final. Raoul G. a reçu 30 ans de régime strict pour meurtre suivi de dissimulation de crime. Sa sœur Esther, malgré de nombreuses rumeurs et la version initiale de sa complète implication, n'a été condamnée qu'à 3 ans de prison avec sursis pour recel non prémédité. Le tribunal a reconnu qu'Esther n'avait pas participé aux événements, mais avait seulement agi sous la pression des circonstances, tentant de couvrir son frère. Il n'y a pas eu d'appel contre la sentence. L'affaire a été officiellement close et dans la décision judiciaire figurait brièvement et sans équivoque un accident tragique aggravé par la panique du coupable et de fausses hypothèses, gonflées par la presse jusqu'à l'absurde. La résolution de cette affaire retentissante n'est pas survenue grâce aux talents exceptionnels des détectives, mais exclusivement grâce au travail routinier et méthodique des services municipaux et des laboratoires criminalistiques. Ce sont précisément les spécialistes ordinaires du service des eaux et les experts du laboratoire d'ADN qui ont mis un point final à l'enquête, rejetant des versions retentissantes mais fausses, qui étaient si attrayantes pour les médias et le public.